Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Women Care. On aborde plein de sujets différents dans le but de dénoncer les inégalités femmes-hommes. Et donc aujourd'hui, vous retrouvez Agathe Bonjour. et Malaika, donc moi, sur le thème de la solidarité féminine. Ok, du coup, pour commencer, on va partir par la base, c'est-à-dire l'origine du mot. Alors, le terme de la solidarité féminine ou bien encore de la sororité, c'est le lien qui unit tous les individus se désignant comme femmes, partageant des vécus similaires en raison de leur condition féminine. Ça vient du latin soror, qui veut dire sœur ou cousin en français. D'un point de vue historique, du coup, au Moyen-Âge, le terme solidarité féminine, sororité, ça désignait une communauté de religieuses. À la fin du XIIe siècle, c'était plutôt les béguines, qui étaient des femmes du coup non religieuses, qui se rassemblaient dans des petites maisons autour de chapelles, et à partir de là, elles formaient des communautés solidaires qui permettaient à ces femmes qui étaient généralement du coup veuves ou célibataires d'échapper à un mariage ou bien à un remariage non désiré. Ces communautés formaient des réelles cités et devenaient par la suite indépendantes, ce qui évidemment, bien sûr, ne plaisait ni à l'État ni à l'Église. Les béguines ont assez vite disparu à la suite de ça. Mais ça reprend au XIXe siècle, donc parmi les universités américaines, puisqu'à cette époque-là, c'était un peu l'essor des confréries, en tout genre, mais donc c'était réservé aux hommes, comme son nom l'indique. Les femmes aussi, elles se sont rassemblées et ont créé leur confrérie, ou plutôt sisterhood, en anglais, ce qui est quand même un terme plus approprié, du nom de Gamma Phi Beta, et donc c'était le retour du concept de sororité. Ça revient aussi dans les années 70, puisque ça a été popularisé par Robin Morgan, qui est une journaliste, autrice et théoricienne américaine, dans son recueil de littérature féministe Sisterhood is Powerful. Magnifique accent. Merci. Qui aurait contribué à la naissance du mouvement féministe aux États-Unis dans les années 80. Ce mot entre dans le dictionnaire. Et donc, la solidarité féminine de nos jours, elle est invoquée face à toutes les inégalités subies par les femmes, donc du racisme à l'homophobie et à plein d'autres choses, et non pas que les inégalités femmes-hommes. Alors que la solidarité masculine, c'est une réponse à rien, à part peut-être aux accusations de viol. Mais ça a évolué, quand même. La sororité, d'un point de vue politique, ne peut donc pas être seulement résumée à l'inverse de la fraternité entre hommes. D'ailleurs, du coup, dans cette notion de sororité qu'on va pas retrouver dans cette idée de fraternité, il y a vraiment une idée d'empouvoirment, comme on dit bien en français, même si bon, le terme empowerment, il est mieux. Ce terme sororité, contrairement à la fraternité, peut être envoyé une notion d'empouvoirment, qui est tout simplement une notion qui peut jouer un rôle individuel ou communautaire et qui questionne notre propre construction identitaire. L'objectif de cet empowerment, ça va être de faire évoluer ce qui nous opprime dans la société, en prenant la parole dessus par exemple, et en faisant parler les gens qui autrefois s'étaient tus dessus. C'est une notion qui est surtout portée du coup par les minorités. C'est d'ailleurs pour ça que la solidarité féminine, on la retrouve dans d'autres discriminations et pas que dans les inégalités femmes-hommes, comme tu l'as dit juste avant. C'est vrai. Et donc, qui dit sororité dit quand même assez souvent féminisme. Et bah, du coup, la notion de empowerment, ça va de pair aussi avec cette sororité, puisque bah, si t'es puissant, tu peux t'émanciper des structures dites conventionnelles. Et donc, bah, l'idée, c'est que les femmes prennent les choses en main afin de faire changer les choses et de plus attendre que les gouvernements ou bah, juste les élites sociales le fassent pour elles. En effet, au sein d'une communauté, c'est plus fort puisque ça représente un pouvoir qui a la possibilité de se mobiliser dans le but d'accéder à des droits. La notion de sororité va aussi de pair avec le combat féministe puisque c'est la revendication de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc la sororité dans tout ça, elle cherche à combattre avant tout les stéréotypes de genre et le sexisme. Par exemple, on peut citer l'expression commune se crêper le chignon qui va revoyer une image des femmes en position de force négative. Donc en gros, ça veut dire que parce qu'une femme est plus puissante, plus supérieure, alors elle sera plus dure envers les autres femmes. Et donc, bah, c'est comme ça, par exemple, que tu as des stéréotypes du type faut pas de femmes chef de famille ou chef d'entreprise, puisqu'elles seraient sans pitié entre elles, puisque ça engendrerait de la jalousie, de la concurrence. Et donc, bah, si elles sont pires entre elles, elles sont forcément pires que les hommes. Du coup, pour illustrer tout ça, on peut parler de l'exemple des sorcières. Les sorcières sont des femmes maléfiques et mauvaises. Elles sont pas juste résumées un peu à la magicienne qui te lance des sorts. Le mot a vraiment une connotation extrêmement négative de base. Elle va effectivement te lancer des sorts, mais ça va pas être pour faire sortir un lapin de son chapeau. Ça va être par jalousie ou bien pour maudire ta famille. D'un point de vue historique, en réalité, les sorcières, c'est des femmes qui se sont rebellées contre le patriarcat et qui voulaient tout simplement s'affranchir des règles qu'on leur avait fixées. Techniquement, c'est toujours les femmes d'aujourd'hui, mais on les traite moins de sorcières, ou du moins à voix haute. Parce qu'une femme qui veut être indépendante, ça faisait peur à l'époque, ça fait peur aujourd'hui, et ça fera peur demain, bien sûr.
C'est pour ça que du coup il y a eu la chasse aux sorcières. C'est parce qu'en fait les hommes notamment voulaient se débarrasser de toutes celles qui gênaient en les brûlant vives. Et finalement pas du tout émotionnel comme réaction. C'est vrai. La plupart du temps, du coup, les sorcières, c'était des guérisseuses. À échelle du Moyen-Âge, on peut dire que c'était un peu comme des médecins. Donc elles aidaient les autres femmes en pratiquant les avortements. Et donc ainsi, les femmes qui tombaient pas enceintes étaient aussi traitées de sorcières, puisque les sorcières, pardon, elles fêtent ce qu'on appelle les sabbats. Et les sabbats, donc ça va être des fêtes de l'infertilité. Et donc c'était aussi des associations ou des organisations de femmes, donc les fameux coven, qui célébraient la nature et qui utilisaient leurs connaissances pour préparer des potions à base d'herbes. Et donc c'était aussi, à cette époque-là, de la sororité. Et maintenant, la sorcière, c'est quand même plus une icône féministe. Elle a plus cette image, on va dire, un peu badass que autrefois. Donc finalement, jusque-là, on s'est plutôt concentré sur cette idée des femmes qui se sont battues contre le patriarcat, mais on tenait quand même à faire une petite parenthèse par rapport aux femmes qui se battent contre la sororité. Malheureusement, certaines affirment que ça va renforcer la haine vis-à-vis des hommes, ou bien que ça accentue les différences entre elles. Donc elles n'ont pas trop compris le mood de la sororité finalement. D'autres vont affirmer également que faire appel à cette sororité confirmerait le fait que les femmes soient inférieures aux hommes. Parce que si elles éprouvent ce besoin de se rassembler, c'est qu'elles se sentent plus faibles. Ah oui, finalement, ça marche comme ça. C'est logique. J'aimerais pas être dans leur équipe de handball, en tout cas au collège. Non, non plus. Le problème maintenant, jusque-là, ça va être quoi ? C'est, si on se rassemble pas, on fait quoi ? Bah oui, bonne question, Jamie. Bah oui, finalement. Alors, généralement, ces femmes qui sont opposées du coup à la solidarité féminine, au fait de s'entraider, ça va être des femmes qui vont appeler à la soumission, l'inaction ou bien encore la résignation, des femmes antiféministes qu'on appelle aussi très souvent des tradwives, donc ça se traduit assez littéralement, hein, c'est des femmes qui ont envie de dédier leur vie à une façon de vivre très traditionnelle, très conservatrice, c'est-à-dire de ne pas travailler, de juste faire des enfants, de cuisiner pour leur époux quand ils rentrent le soir, et d'imposer finalement cette envie personnelle à absolument toutes les femmes dans le monde. Et enfin, il y a également celles qu'on va appeler du coup des pick-me, qui vont participer à décrédibiliser la cause. Ça va être des meufs qui vont vraiment avoir l'objectif premier de plaire aux mecs, quoi. Le genre de meuf qui va dire « Ah oui, mais moi j'ai que des amis garçons, tu sais, parce que c'est beaucoup moins chiant. » C'est vrai, ça. Je vois absolument ce que tu veux dire. Voilà. Et en fait, ces femmes vont également contribuer, en plus du patriarcat et des hommes, à la perpétuation des violences faites aux femmes. Et donc ensuite, on va aborder ce que ça va être la non-mixité. Donc ça va être le fait qu'aussi la sororité puisse prendre cette forme d'inclusion seulement des femmes et non aussi des hommes. Donc, par exemple, j'ai en tête les rames de métro ou des wagons réservés aux femmes contre les agressions ou contre les harcèlements sexuels. Il y en a par exemple au Japon, en Égypte ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, ça j'ai vu, ils ont commencé un petit peu le débat en mode en France, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des rames de métro que pour vous ? En mode pas trop, je préférerais qu'il y ait plus de frotteurs dans le métro personnellement. C'est vrai. Ensuite, on peut parler du white feminism. Donc, en effet, comme dans tous les mouvements émancipateurs, on peut parler de la communauté LGBT, le mouvement body positive. Donc, on constate une majorité de représentation de femmes blanches, cisgenres et hétérosexuels, et donc il y a quand même énormément de critiques de certaines femmes qui vont créer leur propre mouvement, donc par exemple l'afroféminisme. Pour réserver seulement aux femmes, ça résonne pas mal avec cette idée de plutôt que... Et du coup, pour revenir juste vite fait sur cette idée, par exemple des rames de métro genrées, ça renvoie vraiment un peu au slogan, je sais pas si tu l'as déjà vu ou quoi, genre c'est écrit « Protégez vos filles » et ça c'est barré, et en dessous t'as vraiment « Éduquez vos garçons ». Parce que ça montre encore une fois qu'en fait on va mettre la pression sur les meufs, genre pour vraiment leur dire ici regardez on a un espace rien que pour vous, on vous exclut de la société mais vous inquiétez pas, c'est vraiment que pour votre sécurité, plutôt que d'apprendre juste aux hommes d'être normaux et d'arrêter d'agresser les gens dans la rue. Oui, je suis quand même assez d'accord. Et après ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir souvent. Donc chez on va dire des groupes de victimes, on va plutôt dire à ces victimes-là partez, fuyez, plutôt que de dire aux agresseurs arrêtez ou de punir ces fameux agresseurs. Ouais, finalement, ça fait partie de la culture du viol. Oui. Et du coup, pour rappel, la culture des viols, ça va être tous les actes et les propos qui vont avoir tendance à minimiser ou même à donner un petit côté. En vrai, c'est ok de le faire. À tout ce qui est agression sexuelle, viol, vraiment toute forme de VSS en général. Et du coup, pour continuer, on va vous parler de mouvements féministes faits par des femmes pour des femmes, tout simplement.
en reprenant déjà un exemple assez connu, les suffragettes, qui est un mouvement britannique du début du XXe, qui revendiquait notamment du coup le droit de vote des femmes. Les suffragettes, c'est un groupe de femmes qui ont recouru à des méthodes de provocation, ce qui a marqué un changement au sein du mouvement des suffragistes, donc qui à la base était réservé aux hommes, qui de base était assez bienséant. Et du coup, moi, j'avais envie de mentionner ce mouvement, surtout pour parler juste de ma goat, Emmeline Pankhurst, qui était une femme politique et la fondatrice de ce mouvement, qui expliquait en fait en quoi, dans un discours, elle comparait, il me semble que c'était des révolutionnaires hommes, où elle parlait du fait que les révolutionnaires, quand c'était des hommes, ils avaient le droit de recourir à la violence, etc. C'était pas mal vu parce que c'était des hommes et qui demandaient la révolution, etc. Alors que les femmes, quand elles se battaient pour leurs droits, on attendait d'elles plutôt qu'elles soient assez neutres, assez calmes, assez chill finalement. Et elle comparait aussi le fait que, par exemple, des hommes qui vont tuer des gens, ou des hommes qui vont, je sais pas, tabasser des gens dans la rue, seront moins vus comme des hystéros finalement que des femmes qui vont péter des vitres dans une manif, quoi. Du moins à cette époque. Ensuite, on a le très connu et plus actuel mouvement MeToo, donc qui a explosé en 2017, à la suite de l'affaire Harvey Weinstein, donc qui était un producteur accusé et il me semble condamné pour des faits d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, et puis c'est un violeur tout simplement. Et donc à la suite de ce mouvement-là, des femmes ont pris la parole les unes après les autres sur les différentes formes de VSS qu'elles avaient subies, et donc ce qui a encouragé d'autres femmes à le faire par la suite. Et même ça s'est démocratisé sur d'autres sphères, la sphère du divertissement en général, mais par exemple je pense au mouvement qui avait été, on va dire, initié par Squeezie Balance, ton youtubeur, où j'imagine aussi ça a été popularisé sur la scène politique, puisqu'on a évidemment plein de violeurs dans notre gouvernement, Darmanin. Larcher, bref. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de MeToo, ça me fait penser parce qu'en fait, je sais pas, j'avais envie d'avoir un peu ton avis là-dessus parce que genre quelques années plus tard, j'ai plus la date exactement, il y avait genre un acteur français qui avait dénoncé le fait qu'il avait subi des violences sexuelles de la part d'un, je sais plus si c'était de son réalisateur ou un truc comme ça, et ils avaient lancé le mouvement MeToo Homme, et j'avais trouvé ça grave dommage qu'on parte du principe que le mouvement MeToo était réservé vraiment seulement aux femmes. Parce que c'est encore faire comme une sorte de séparation des violences et des agressions subies, comme si ça valait pas la même chose. Dans tous les cas, on se bat contre les mêmes personnes, c'est-à-dire des oppresseurs, des agresseurs, des violeurs. Et là, parce que c'est un homme qui a subi une violence, il faudrait qu'on crée un nouveau mouvement qui n'inclurait que les hommes encore. Genre, ils peuvent pas partager le mouvement avec nous. Bah oui, ou alors, inversement, ces hommes qui sont obligés de s'inclure dans des espaces réservés aux femmes. Donc je pense notamment à... Sur Twitter, par exemple, je vois énormément de gens qui disent POV, moi quand on me dit que je suis une lesbienne butch. Oui, tu es un homme hétéro, cis, calme-toi. J'ai vu, non, putain, ça me fait penser à la dernière fois, je regardais genre l'émission de Jimmy Fallon, là, et je crois que t'as le mari d'une actrice qui jouait, je sais pas si t'as vu The Antique Wives. Non. Genre t'as le mari d'une des actrices principales qui a dit moi dans mon temps libre généralement je vais sur Reddit et je me fais passer pour une lesbienne pour simp sur ma femme avec d'autres lesbiennes et tout, et j'étais en mode mais c'est trop bizarre de faire ça, genre. Tu peux pas juste être normal. Mais oui, mais juste, je sais pas, si tu veux simp sur ta femme dans ton salon, genre aller chez toi. En plus, je comprends pas pourquoi tu viens dans des espaces de lesbiennes. C'est le problème des hommes, toujours vouloir s'incruster dans des espaces qui sont pas réservés à eux. Après, on parle des espaces féministes, mais plus largement, dès que, on va dire, la majorité pensante voit que la minorité crée des espaces réservés à cette minorité, ils sont obligés de se plaindre et de dire « Oui, mais pourquoi nous, on n'a pas d'espace à nous ?» C'est ça. Alors que tout le monde leur appartient. Oui, alors que vous avez des espaces à vous tout le reste du temps, toute l'année. Pour continuer, en présentant un dernier mouvement féministe, cette fois encore plus récent. C'est un mouvement qui a eu lieu fin 2025, alors il me semble, je suis pas sûre que c'était peut-être en septembre. J'ai plus la date exacte. C'était en Afrique du Sud, vous en avez peut-être entendu parler. Ça s'appelait Women Shutdown. Alors, le mouvement il s'est surtout illustré, je vais me dire en France, à travers des photos de profil violettes sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'en ai absolument pas entendu parler aux infos, je trouve ça très dommage, parce qu'en fait, ce mouvement, du coup, se résumait au fait que des femmes dans le pays et certains hommes ont fait des grèves et organisé des sit-ins pour dénoncer les féminicides qui ont lieu dans le pays. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a 15 féminicides par jour, ce qui est
énormissime. C'est 6 fois supérieur à la moyenne mondiale. C'est quand même fou qu'il y ait une moyenne mondiale des féminicides. Ben oui. Et ce mouvement a abouti du coup à ce que les féminicides soient considérés comme un problème national. Alors autrement dit, le gouvernement, maintenant que c'est un problème national, il est censé en faire une priorité à régler. Et du coup, oui, comme je vous disais, ce mouvement, il a pu prendre autant d'ampleur avec les femmes en Afrique du Sud qui ont fait toutes ces grèves et qui se sont autant dévouées, mais également grâce au fait que d'autres femmes partout dans le monde ont diffusé les informations, pour s'assurer que le gouvernement ne ferme pas l'œil dessus et réagisse en fait, tout simplement. Ça me fait penser, j'ai aussi un dernier mouvement féministe à partager qui est le mouvement des 4B en Corée du Sud, du coup mené par des femmes, pareil. Et donc pourquoi 4B? C'est parce que c'est 4 interdictions. Je les ai plus en tête, mais en tout cas il me semble que c'est ne pas date d'hommes, ne pas procréer avec des hommes, ne pas épouser d'hommes. Et le dernier, je ne sais plus du tout, mais bref, c'est un mouvement, on va dire, plutôt radical, mené par des femmes qui, en Corée du Sud, société extrêmement conservatrice. Il me semble que le président actuel au pouvoir est conservateur. Et aussi plus largement parce que énormément d'hommes sud-coréens pensent que le féminisme c'est grave et que ça devrait être considéré comme un crime. Et puis plus largement, il y a tellement de crimes commis sur les femmes en Corée du Sud, d'où la nécessité de ce mouvement. Bien joué à elle. Oui, c'est important de rappeler aux hommes que on est nécessaire dans leur vie finalement. Ouais. Et qu'on va leur manquer. Oui, puis on fait quand même un peu la moitié de la population mondiale, quoi. Et effectivement, on en fait plus, on est en majorité. Hein. C'est vrai, bravo à nous. Mais oui, mais je trouve ça dégueulasse parce que quand tu regardes après, en fait, on est grave traité comme une minorité. Ouais. C'est comme récemment, j'avais vu No Shade, but les blancs, c'est genre 7% de la population mondiale. Ah ouais? Oui. Bref. Le colonialisme n'existe pas, vous inquiétez pas, non. Oh non, mais 7%. 7%. C'est quoi la majorité? La majorité, je sais pas, mais j'ai vu cette stat qui m'a déjà assez choquée. Tu m'étonnes. Après, je pense que la majorité, vue en termes de nombre de population mondiale, ça devrait peut-être soit les Indiens, soit les Chinois, je pense. Trop fou qu'on soit que 7%. Oui. Quand tu vois à quel point on aime mettre notre culture au centre de tout, oui. Et qu'on est surreprésenté dans les médias à côté. C'est terrible. Bref, reprenons. Pour finir, on aurait du coup des associations féministes à vous présenter. Donc pour cet épisode, on va vous en parler de 2. Donc la première, ce serait Sororité et Humanité pour les exilés, qui se trouve à Lille. Donc le petit acronyme, c'est SHI. Je trouve ça très très intelligent. Donc c'est une association de défense des droits humains pour les exilés. Et donc SHI, ça va être 3 pôles d'action, le pôle culturel, le pôle vie professionnelle et enfin le pôle vie personnelle. Et donc, d'après elles, leur mission vient de répondre aux objectifs 5 et 10 des objectifs de développement durable pour l'horizon 30. Donc l'objectif 5, c'est lutter contre les inégalités de sexe, et l'objectif 10, c'est lutter contre les inégalités entre les pays et en leur sein. Donc si vous voulez plus d'infos, on va en parler sur notre page Instagram, comme la prochaine association dont je vais vous parler. Et normalement, vous pouvez aussi trouver le lien de l'asso en bio si on a réussi à le mettre. Exactement. Et donc la deuxième association, c'est Place des Femmes. Donc c'est une association qui est située à Roubaix et dont la mission est l'accompagnement et la protection des femmes et des enfants victimes de violences conjugales et aussi la promotion de la sororité. Donc on a pu les contacter et pour leur demander si elles voulaient présenter leur association. D'ailleurs, on les remercie beaucoup pour leur réponse rapide et pour leur gentillesse. On va vous laisser avec un témoignage de Sylvie Lyotard, donc qui est la cofondatrice de l'association Place des Femmes, donc travailleuse sociale et thérapeute familiale au sein de l'association. Bonjour, je suis Sylvie Lyotard, intervenante sociale pour l'association Place des Femmes. Je travaille depuis plus de 6 ans auprès des victimes de violences conjugales. L'association Place des Femmes est toute jeune. Elle a été créée en avril 2023 par des personnes engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui refusent que tout ne soit pas mis en œuvre pour les protéger. C'est ainsi que le projet associatif est né, de manière à compléter l'offre d'accompagnement spécifique des victimes de violences conjugales saturées sur le territoire. Une vingtaine de bénévoles, toutes et tous formés à la thématique des violences, organisent la vie associative. La gouvernance est partagée avec la mise en place de cercles thématiques qui ont un pouvoir décisionnel. L'aspect démocratique est ultra important dans notre fonctionnement. Son siège social et ses locaux sont situés à Roubaix.
Nous disposons d'une salle d'accueil prêtée par la FAL, la Fédération des associations laïques, et c'est là que nous menons les accompagnements et également que nous proposons nos actions collectives, notamment les groupes d'échange entre mères victimes de violences conjugales. Les principales missions de l'association sont donc d'une part l'accompagnement des victimes de violences conjugales. Nous nous engageons à les recevoir dans un délai de 7 jours. Puis nous organisons également des actions de sensibilisation ou de formation à destination des citoyens et citoyennes ou alors des professionnels. Et nous menons également des réflexions sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous pouvons compter sur le soutien financier de la région, du département du Nord, de certaines communes comme Roubaix, Tourcoing ou Wattrelos, de la préfecture du Nord et de certaines fondations comme la Fondation des femmes. Nous proposons un accompagnement très respectueux du choix et du rythme des personnes. Nous les rencontrons là où c'est le plus simple pour elles. Dépassons les horaires habituels du travail. C'est-à-dire que si la personne n'est pas disponible avant 20h, c'est OK pour nous. L'idée est de faciliter le contact pour débuter le parcours vers la sortie des violences, qui sera déjà bien difficile et bien long. Nous nous engageons à proposer un rendez-vous dans les 7 jours. Notre accompagnement n'est pas conditionné à un dépôt de plainte. Si c'est plus simple pour la personne, des entretiens téléphoniques, des échanges par mail, des visios peuvent être mis en place avant la rencontre physique. Nous proposons un accompagnement de proximité, c'est-à-dire que nous pouvons accompagner au dépôt de plainte, nous préparons d'ailleurs le récit. Nous pouvons aussi accompagner lors des différents rendez-vous, que ce soit au niveau des avocats, que ce soit au niveau des audiences, que ce soit au niveau des rendez-vous CAF ou de la médecine légale. L'une des stratégies de l'auteur des violences, ça va être celle d'isoler la victime. Quand celle-ci n'a plus de contact, ni avec les amis, ni avec les collègues, ni avec les camarades, ni avec la famille, il est plus difficile pour elle de quitter le conjoint violent. Alors l'entourage peut aussi s'informer pour mieux comprendre ce qu'est l'emprise, le contrôle coercitif, le psychotrauma, etc., de manière à contrer cet isolement et rester proche de la personne. Il est aussi important de dire à la victime qu'on sait, qu'on a vu, qu'on a repéré qu'il y avait de la violence conjugale, qu'elle peut compter sur nous, que peut-être c'est pas le bon moment, mais que dans tous les cas, on la croit. Il est peut-être intéressant de reprendre un peu la définition des violences conjugales pour bien la différencier des conflits violents. Quand on parle de violences conjugales, donc bien sûr ça rassemble donc les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences économiques et administratives et la cyberviolence. Ces différentes violences sont cumulatives, c'est-à-dire qu'on cumule plusieurs formes de violence. Il y a cette notion aussi d'emprise, de domination de l'un sur l'autre avec des rapports de coups qui sont asymétriques et figés. Les violences ont tendance à s'accélérer dans le temps et également à s'aggraver. Que vous soyez directement confronté aux violences, concerné, proche ou victime, vous pouvez nous contacter au 07 67 07 47 25 ou par mail placedesfemmes59@gmail.com. On remercie encore Sylvie pour son témoignage et on va conclure. En conclusion, donc la sororité, c'est vraiment super chouette, mais malheureusement, c'est pas un droit acquis. Et il y a encore énormément de violences qui sont perpétuées partout dans le monde, malgré la création d'associations ou de mouvements. Et aussi, ces espaces-là n'arrêtent pas les violences faites aux femmes malgré tout. Donc, que ce soit les violences des hommes envers les femmes ou même des femmes envers les femmes, comme on a pu le voir durant cet épisode. Donc finalement, ça montre qu'avant de vouloir mettre en place des espaces à part pour les femmes pour qu'elles se sentent en sécurité, il faudrait peut-être travailler à ce qu'elles se sentent en sécurité dans la société en général, parce que c'est aussi la leur, quoi. Donc on va vous laisser là. Si jamais vous voulez plus d'informations, que ce soit sur des œuvres culturelles en rapport avec les thèmes des relais de l'université ou bien des associations lilloises, roubaisiennes dans la métropole lilloise, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram Women Card Podcast, où normalement on postera toutes les semaines. Et puis voilà.